Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Pierre Conessa, agrégé d'histoire et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et qui publie ce livre Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Bonjour. Bonjour. Alors donc, vous succédez glorieusement à un certain général Eisenhower qui, dès les années 50, parlait du complexe militaro-industriel, qui a fait d'ailleurs les actes et les choses que l'on sait depuis déjà donc plus de 50, plus de 70 ans. Et vous, Pierre Conessa, vous parlez, d'ailleurs c'est un livre très intéressant parce que bourré d'informations et justement vous remontez à cette... comment on pourrait appeler ça? Anthologie je parlais de la monomanie, je parlais du mensonge, je parlais d'idéologie, de tout ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé les intolocrates, ce qu'on a appelé les médiacrates. Mais en fait, moi, la question que je me suis posée en lisant votre livre et que je recommande parce qu'il est vraiment beaucoup d'informations, de documents et d'analyses, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a encore des intellectuels aujourd'hui? Est-ce que ces intellectuels dont on parle, des Sartre, des Camus, etc., et puis quels que soient leurs défauts et leurs qualités, effectivement, mais on a l'impression que ceci s'est fondu dans ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels de plateau, ou les généraux de plateau, ou les médecins de plateau, qu'on a vu sévir pendant 2 ans, les généraux aujourd'hui. Quelle différence? Est-ce que ce sont les mêmes intellectuels, même si les premiers disaient autant de conneries que les autres, bien sûr? Écoutez, moi, mon livre participe d'une réflexion que j'ai commencée il y a déjà un certain temps sur ce que j'ai appelé la fabrication de l'ennemi. Parce que, vous savez, la différence entre une dictature et une démocratie, c'est que dans une dictature, un dictateur se lève le matin en disant « Tiens, on va envahir le Koweït » et il a autour de lui une cour qui lui dit « Quelle bonne idée, chef, on aurait dû y penser à vous. » Tandis que dans les démocraties, pour déclencher une guerre, il faut être démocratique, c'est-à-dire il faut convaincre l'opinion qu'il faut y aller. Et donc, c'est là que le processus, si vous voulez, est différent selon la nature du conflit. Bon, quand on a un conflit territorial, genre Alsace-Lorraine, les historiens et les géographes ont beaucoup plus pesé, si vous voulez, que les industriels. Bon. Et quand on est dans une guerre de religion, c'est pas les industriels. Non. Donc, si vous voulez, cette analyse de Eisenhower, qui est dans le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire dans une course aux armements qui va très largement dépasser ce qu'on appelle l'overkilling, c'est-à-dire la possibilité de détruire plusieurs fois la planète. Et donc Eisenhower met en garde contre cette évolution, mais la transformation fondamentale se passe en 91-92, quand disparaît l'URSS. Parce que finalement, le paradigme structurant autour duquel a travaillé toute la pensée stratégique disparaît. Voilà. Ouais. Donc on finit la guerre froide, et comme disait Arbatov, le conseiller de Gorbatchev, il disait « Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et c'est vrai, cette évolution, on ne l'a pas étudiée comme une évolution sociologique, ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça devient open bar. Il y a environ 400 crises à la surface de la planète, à des degrés de violence et de complexité différents, mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez des gens qui vont se présenter sur les plateaux télé et les chaînes d'infos en continu vont contribuer à ça. La grande transformation se passant en 91 avec la guerre du Golfe. Exact. Pourquoi la guerre du Golfe? Parce que pour la première fois, la Russie s'abstient, donc on va déclencher cette opération de libération du Koweït, grande démocratie que vous connaissez, envahie par une autre grande démocratie qui était l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, à partir de ce moment-là, on va vivre une guerre en direct. Rappelez-vous qu'on lui donne 3 mois de préavis, donc les enceintes de télé s'installent partout. On suit tout à l'époque sur la 6, et c'est le grand triomphe de CNN. Vous en live. On va continuer ceci, Pierre Conessa, c'est passionnant. On va après les informations, et on aura jusqu'à 14h pour en parler. Et puisque nous sommes une chaîne d'infos, nous avons des petites pauses pubs. Donc voilà, on se retrouve jusqu'à 14h avec vos appels au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et une vraie question en ces temps de médiacratie absolue, de médias de masse, d'information, de désinformation, de fake news ou pas fake news. Vendre la guerre, on est l'actualité. Comment on vend une guerre? Comment, effectivement, Pierre Conessa en parlait, en démocratie, on a quand même besoin un peu de convaincre le peuple. C'est pas très difficile, mais on essaie de le convaincre. Donc, c'est ce complexe militaro-intellectuel dont il parle dans ce livre passionnant qui a paru aux éditions de l'Aube, qui vient
de paraître. Alors Pierre Conessa, on a commencé à en parler, et en fait, ce qui est intéressant quand on lit votre livre, on se rappelle la parole de Marx, vous savez, l'histoire commence en tragédie, et quand elle se répète, c'est en farce. Et quand on lit votre livre, c'est quand même une anthologie assez étonnante de la farce d'un certain nombre d'intellectuels connus, d'ailleurs valeureux dans certains plans, un peu piètres dans d'autres plans, mais alors, vous parlez de tout, enfin on parle de Staline, Mao, Pol Pot, l'auberge espagnole, des fantasmes intellectuels et les mobilisations. Alors qu'est-ce qui se passe à chaque fois, et ça date, ce n'est pas nouveau, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'ils se mobilisent et ils signent, comme on disait dans les restaurants, la pétition avec l'addition? Écoutez, d'abord il y a une caractéristique de la société française, c'est que nous avons toujours la mythologie de la Révolution française. C'est-à-dire que finalement, l'utopie est rentrée, si vous voulez, dans la pensée politique française, puisque la Révolution était censée effectivement marquer une rupture de l'histoire. On sait comment elle a fini, mais peu importe. Ouais. Et donc, si vous voulez, on en a gardé, si vous voulez, l'idée qu'il y avait des sociétés, il y avait des idéologies de l'utopie qui étaient finalement applicables. Alors effectivement... ça nous a amené à un certain nombre de guerres, mais on avait justement à l'intérieur de la société française une deuxième caractéristique qui était justement cette fascination pour l'intellectuel qui commence avec Zola, c'est-à-dire Zola est l'homme qui va prendre la défense de l'opprimé, du condamné, de Dreyfus, etc. et qui va laisser cette tradition de finalement l'intellectuel a un pouvoir moral, pas encore médiatique à cette époque-là, mais moral qui peut permettre d'infléchir des décisions politiques. Et il en est resté effectivement, pendant tout le XXe siècle, cette fascination pour l'intellectuel polyvalent. Attention, c'est pas un intellectuel spécialisé. Hein, non, tout à fait. Et donc, on va avoir des grandes figures, effectivement, comme Sartre, comme Aron, mais ce qui est très intéressant... Camus et autres. Et Camus, oui, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de revoir a posteriori, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand penseur de la décennie 50, 60, 70, c'était Sartre. Or, on n'a pas un penseur qui s'est plus trompé sur les questions internationales que celui-là. Il a été stalinien, il a été maoïste, bref. Et par contre... Alors, on vous libère juste un mot quand même pour rappeler sa préface à Frantz Fanon. Quand on tue un Européen, ça fait un mort et un libéré. Voilà, exactement. Oui. Non, il était dans une espèce de délire, mais encore une fois, c'est la fascination qu'il exerçait sur l'opinion publique française. Ouais. Et puis rappelez-vous que quand Sartre dit entre... ma mère et la justice, je préfère ma mère. Camus, pardon. Oui. Et donc, et Aron est diabolisé parce que de droite. On dit pas, on n'écoute pas ce qu'il dit. On dit, il est de droite, donc. Vous voyez, bon. Et donc, c'est ça qui a été un peu l'amorce de mon raisonnement. Mais j'appelle ça le complexe militaro-intellectuel, non pas parler seulement des intellectuels, mais de parler justement de tous ces spécialistes qui, à cause de la multiplication des chaînes d'infos en continu, vont devenir tout à coup des spécialistes, non pas parce qu'ils connaissent le sujet, mais parce qu'ils apparaissent dans les médias. Et donc, il y a une espèce de renversement, si vous voulez, de la validation. Spécialiste de tout, d'ailleurs, on remarque, oui. Alors, effectivement, c'est-à-dire que la société française est une société suffisamment formée pour qu'on ait toujours la possibilité d'aller trouver un spécialiste. Hein. On l'a vu avec le Covid, où effectivement, la chose s'est peuplée de médecins. Encore une fois, c'était des gens de qualité, mais sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas, puisque personne ne savait le Covid. Et là, aujourd'hui, on voit apparaître des officiers généraux, mais pour parler de la guerre. Donc au moins, on est sur un sujet où il y a une connexion entre l'individu qu'on fait venir et puis le sujet. Bon, moi, si vous voulez, j'ai travaillé dans un certain nombre d'administrations, donc si vous voulez, je peux vous parler de la culture propre à chacune, mais à partir du moment où j'apparais dans les médias, je suis salué dans la rue. Ah oui, on vous a entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une espèce de renversement. Donc, ça crée, ça crée une aura. Oui, mais quand vous dites, par exemple, juste un mot pour revenir à ça, parce qu'on parle des intellectuels. Avec le Covid, il y avait des gens, mais même quand on a commencé à savoir ce qui se passait, on a interviewé des néphrologues et des urologues qui ne connaissaient rien à l'épidémiologie, ni au virus. Je veux dire, et avec les généraux, moi j'étais frappé, j'y vais de temps en temps dans certaines émissions de télévision, les généraux à qui on demandé de commenter telle ou telle photo de bombardement, qu'ils ne pouvaient rien dire, c'était une espèce de bavardage. Oui, mais si vous voulez, cette évolution médiatique commence avec la guerre du Golfe. Pourquoi celle-là? Parce que, rappelez-vous, c'est une guerre qu'on vit en direct. C'est-à-dire que pour la première fois, la guerre devient un spectacle en live. Et effectivement, à l'époque, rappelez-vous, c'était la 6, et puis surtout, c'était le triomphe de CNN, donc un modèle économique que personne ne connaissait, qu'on va ensuite beaucoup copier. Et donc, on va pendant 15 jours attendre que la guerre se déclenche, et puis tous les jours, il fallait faire un reportage, tous les jours, il fallait trouver quelque chose à dire, etc. Quand la guerre se déclenche, effectivement, toutes les télés du monde sont là, simplement, la guerre va durer 120 heures.
Donc, si vous voulez, il y a une entourloupe quelque part, c'est-à-dire que ça a coûté très cher. Remboursé. Et donc, si vous voulez, on se retrouve effectivement, et puis comme vous le savez, l'offensive s'arrête à la limite du Koweït. Donc, tout le monde rentre à la maison, mais enfin, le processus est lancé. Et puis ensuite, on va voir la Yougoslavie, on va voir la Somalie, on va voir tout un certain nombre de crises qui ont une caractéristique qui explique le rôle de ces intellectuels médiatiques, ou en tout cas de ce complexe militaro-intellectuel, c'est que ce sont des guerres sans enjeu stratégique, puisque l'URSS a disparu. Ouais. Quand vous étiez dans la guerre froide, vous ne pouviez pas négliger une crise, parce qu'elle risquait d'être instrumentalisée par l'autre. Mais à partir du moment où vous dites la Somalie, qui va s'intéresser à la Somalie, si ce n'est votre motivation humanitaire? Comme le Yémen et compagnie, enfin tout ça. Le Yémen, non, il y a l'Arabie Saoudite, donc celui-là, on s'en occupe pas, si vous voulez. Faut pas mélanger tout, quoi. Donc on choisit. Et qui fait le choix, ou qui pèse, si vous voulez, dans les choix, c'est justement ce complexe militaro-intellectuel. Il n'y a pas que des intellectuels, il y a des humanitaires, il y a des journalistes, il y a des personnalités diverses. Si des associations, oui, tout ça, oui. Voilà. Et donc vous mettez dans les intellectuels, ce monde intellectuel. Alors, il a changé comment? C'est-à-dire que, d'abord, comment vous expliquez, vous en parlez dans votre livre, mais j'aimerais qu'on parle, puisque vendre la guerre, c'est aussi ça, puisque au moment de l'Afghanistan, la Tchétchénie, du Soudan, du Darfour, comment vous expliquez cette espèce de volonté de tout de suite se ranger sous une bannière, tout de suite, sans réfléchir, pas voir la réalité, on ne sait pas ce qui se passe, on y va? Il y a deux temps. Le premier, donc, c'est celui qui commence avec la guerre du Golfe, parce que l'URSS, enfin l'ex-URSS, si vous voulez, s'abstient. Donc on a tout à coup un mandat qu'on s'auto-attribue. Hein, on se mandate comme gendarme international. Et donc, puisque les armées occidentales sont capables de battre la 4e armée du monde, l'irakienne, on n'a jamais su qui était la 3e, hein, vous avez remarqué. Mais enfin, donc celle-là, il en a battu en 120 heures. Donc, on a une force militaire capable d'intervenir partout pour séparer les belligérants, etc. Mais on commence sur des crises où on ne va pas faire la guerre. Regardez Sarajevo. Sarajevo, les militaires se mettent en interposition. Ouais. En interposition, les militaires sont pas contents parce qu'ils disent mais non, c'est pas notre boulot. Et effectivement, on a quand même perdu 70 types en Afghanistan, en Yougoslavie. Donc, si vous voulez, les militaires sont utilisés à cautériser des plaies, si vous voulez, ou en Somalie, on va leur demander de faire de l'humanitaire. Et pendant ce temps, que font les intellectuels? Eh ben, eux, ils motivent le politique pour aller faire ce que eux décident d'être la bonne crise, si vous voulez. J'étais récemment sur un plateau télé à côté d'un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air qui m'expliquait comment il avait reçu BHL sortant de l'Élysée pour venir lui expliquer qu'il fallait faire la guerre à la Libye. Or, ce chef d'état-major, il avait fait la guerre aux Libyens pour la bande d'Aouzou. Ouais. Et donc, il reçoit un type qui lui explique comment il faut faire la guerre aux Libyens. Alors, il me dit, mais ce type est fou. Bref, on va au plateau de débat, etc. Et puis, on sort, et qui est invité en vedette américaine? BHL. Bernard-Henri Lévy. Ouais. Alors, je me tourne vers la chaîne de la fille de la télé, je lui dis, mais enfin, vous avez un contradicteur, pourquoi l'invitez-vous seul? Ah, elle me dit, je vais en parler à la direction. Je pense que le dossier doit être quelque part dans une poubelle. Mais enfin, vous vous rendez compte de l'imposture sur laquelle on construit? Dans votre livre, Bernard-Henri Lévy joue un rôle assez exemplaire de ce type d'intellectuel. Enfin. Oui, mais c'est pas le seul. Par exemple, il y en a un autre que j'adore. C'est comment il s'appelle, le spécialiste ex-spécialiste de la Russie. Et Adler, oui. Alexandre. Parce que Adler a écrit, par exemple, il y a quelques semaines, un article expliquant qu'il y avait un complot qui se préparait contre Poutine. Alors Adler, il a une technique imparable, c'est qu'il cite les services de renseignement. Or, les services de renseignement, comme vous savez, il n'y a jamais un mec dans une salle qui se lève le doigt et qui dit « Excusez-moi, je suis le porte-parole des services pakistanais et vous me racontez que dans cette région du monde, nous sommes très actifs. » Donc, si vous voulez, ça donne un sentiment d'expertise et de connaissance et puis ensuite, vous en tirez la conclusion que vous voulez. Donc moi, la première fois que j'ai rencontré le personnage, c'était justement dans un débat. On venait de créer la délégation aux affaires stratégiques et on fait une réunion de travail sur la Turquie. Il était dans les meubles, donc on l'associe à la réunion. Et il cite des instructions du KGB de 54, prises en 72, etc. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Vous les avez, ces instructions? Le type, calmement, me dit, non, il invente. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui est du domaine de l'imposture, exactement comme quand Sartre défendait le stalinisme, il n'allait pas vivre en Chine, loin de là. C'est clair. Il était germano-pratin et les frontières, si vous voulez, devenaient la terra incognita. Mais par contre, il avait cette vision du monde. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui, si vous voulez, sont comme ça. Et là, récemment, par exemple, autre exemple, j'étais dans un débat où on aborde la question de la Cour pénale internationale pour Poutine. Ouais. Bon, je dis, c'est très bien qu'il y passe, mais enfin, n'oubliez pas que dans l'antichambre, il y a toujours George Bush. C'est quand même celui qui a menti beaucoup plus, et en plus devant l'Assemblée Générale de l'ONU. L'Irak. Et il y a des gens qui se sont levés en disant, mais non, c'est pas pareil.
Pourquoi c'est pas pareil? Rappelez-vous cette scène extraordinaire où Colin Powell a sa petite fiole. La fiole, oui. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'il y avait dans la fiole. Parce que si effectivement il y avait des armes bactériologiques et qu'il l'avait laissé tomber, il aurait tué l'Assemblée Générale de l'ONU. À mon avis, il y avait, je ne sais pas, moi, un peu de Martini Dry. À Oui, mon avis, mais enfin, vous voyez, c'est-à-dire quand on monte l'imposture à ce point-là, bien sûr. il peut y avoir une réaction. La réaction, on l'a eue avec Chirac. Mais personne n'a proposé des sanctions contre les États-Unis. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On continue avec Pierre Conessa. Comment vendre la guerre? Et pas sûr que Bernard-Henri Lévy écoute Sud Radio, mais il peut nous appeler au 0826 300 300. Et vous aussi qui nous écoutez. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Pierre Conessa et son excellent livre Vendre la guerre, c'est vrai que tout est une question de marketing, tout long, mais une bonne partie. Et ce marketing auquel contribuent effectivement un certain nombre d'intellocrates, d'intellectuels, de médiacrates, enfin appelez-le comme vous voulez, et on en a vu beaucoup. Et on parlait de cela en antenne, Pierre Conessa. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que des gens pas complètement imbéciles, mais s'enferment, s'ossifient, alors vous avez parlé d'utopie, et persistent et signent, je pense par exemple à Alain Badiou, le philosophe, qui, en 79, quand on savait déjà les horreurs du Kampuchea démocratique et des Khmers rouges et de Pol Pot, a écrit un article dans Le Monde, vous le citez d'ailleurs, vive le Kampuchea. Kampuchea vaincra. Voilà, Kampuchea vaincra. Et bon, c'est presque une caricature, mais il y a eu des millions de morts. Le tiers de la population cambodgienne a été massacrée par Pol Pot. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tant de gens et encore une fois, c'est ce que vous racontez, tous ces témoignages et ces textes, qu'est-ce qui fait que tant de gens ont vraiment... C'est quoi? C'est les mutins de Panurge, comme disait Philippe Murer, c'est quoi? Écoutez, c'est assez difficile à expliquer. Encore une fois, c'est une caractéristique de la société française. Peut-être parce que Paris est le grand centre intellectuel de France. Donc Saint-Germain-des-Prés, vous dites. Saint-Germain-des-Prés, évidemment, est le cœur du palpitant de cette pensée. Ensuite, le fait qu'effectivement, il y a cette tradition utopique qui naît de la Révolution française, c'est-à-dire la France est là pour régénérer, si vous voulez, détruire tous les anciens régimes, etc. Rappelez-vous, enfin moi je l'ai lu des milliers de fois, mais n'importe quel télégramme diplomatique commence par la France, pays des droits de l'homme, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire. Oui. Bon, vous avez donc, ça mange si pas de pain, il faut mettre après vous racontez ce que vous voulez. Pourquoi je dis ça? Parce que le pays des droits de l'homme, c'est vrai, mais enfin on a été la deuxième puissance coloniale de la planète, donc il faut quand même se relativiser un peu. Pays des droits de l'homme, encore une fois, pareil, enfin je veux dire, puissance nucléaire, c'est vrai, mais est-ce que c'est la peine de le rappeler? Enfin donc vous voyez, il y a tout un argumentaire qui fait qu'on renvoie à la France une certaine image d'elle-même. Ces télégrammes diplomatiques qui contribuent. Moi je vous dis, une fois j'ai écrit un télégramme diplomatique sans objet, parce qu'il suffisait en lui de préciser le lieu de la crise et la date, si vous voulez, il y avait tout cet argumentaire oui. que je pourrais vous réciter par cœur. Et donc on a quelque chose d'une société qui se pense elle-même sans regarder le monde extérieur. Et le mode de c'est le camp du bien, en fait. C'est nous savons mais quel est le bien. Comment se fait ce mode de recrutement des élites? Parce que c'est ça qui m'a passionné. Ouais. Quand vous avez des élites qui sont recrutées justement par le biais de l'ENA, dont vous étiez en train de parler avec votre invité tout à l'heure, si vous avez une trajectoire personnelle qui fait que classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, vous avez un individu qui pendant 10 ans n'a pas mis les pieds sur terre. Et surtout, il n'a pas mis ses pieds sur terre hors de France. Or, on en connaît. On en connaît. Et donc, si vous avez quelqu'un qui n'est pas convaincu au bout de tout ça que la France est le centre d'une planète qui est plate, vous comprenez pas le mode de fonctionnement. Oui, mais ça, c'est pas les intellectuels. Ça, c'est les hauts fonctionnaires. Ben oui, moi c'est pour ça que je vous dis, ça ne se limite pas aux intellectuels. Ouais, aux intellectuels, oui. D'accord. Moi, il m'est arrivé une fois de participer à une décision, qui était une décision extrêmement importante, puisque c'était le déclenchement de l'opération turquoise. Bon. D'accord. J'avais écrit un article, j'étais à l'époque à la délégation aux affaires stratégiques, et j'avais écrit un article en 93, donc avant le génocide, pour expliquer que je comprenais pas ce qu'on faisait au Rwanda. J'expliquais que je ne voyais pas l'importance stratégique du Rwanda, qui était une espèce de chiure de mouche à côté du Zaïre, bon, bref. Je me fais engueuler par le cabinet militaire, qui me dit, quand on connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Bon, si c'était un critère, je veux dire, on aurait réduit considérablement la production. Mais ensuite commence le génocide. Bon. Et le génocide, il y a toute cette accusation sur la France, cette collusion avec Habyarimana, etc., etc. Mais en même temps, pour avoir écrit cet article, je disais, non, on n'a pas participé au génocide. On a supporté un individu dont l'ambassadeur aurait dû alerter en disant, il y a un discours d'un racisme incroyable à l'égard des Tutsis, donc il aurait dû alerter. Mais vous ne savez pas qui elle est à l'Élysée,
qui est le défenseur du dossier rwandais. Donc vous prenez votre plume et vous la tournez 12 fois dans l'encrier avant de l'écrire. Et donc, quand on se retrouve dans cette accusation, encore une fois, dont la France porte la responsabilité, que je contexte, on décide l'opération turquoise. L'opération turquoise, donc, finalement, je crois qu'il faut le prendre justement comme un geste extraordinaire, puisque les Américains refusent d'y aller. Oui, c'est vrai. Eux, ils avaient perdu 20 types en Somalie. Plus question d'aller s'occuper de ces Africains, là, ça n'intéresse pas. Donc, on était dans le bureau du directeur de cabinet, il y avait le chef du cabinet militaire, il y avait le directeur des affaires stratégiques, il y avait moi, et puis il y avait un type qui était le seul qui n'avait rien à y faire, parce qu'il n'était pas chef, mais c'était le seul type qui connaissait le Rwanda. C'était Gérard Prunier. Et donc on discute, le chef du cabinet militaire dit, ben écoutez, on va mettre l'opération turquoise à partir de la plateforme de Goma, ça nous permettra de nous déployer dans le Nord, etc., etc. Technique militaire, nous on écoutait ça gentiment. Et Prunier dit, excusez-moi, mais si vous vous mettez dans le Nord, il n'y a plus de Tutsis. Ils ont tous été massacrés, ils sont descendus dans les collines du Sud. Donc si vous allez là, tout le monde va raconter que vous venez une fois de plus aider vos anciens alliés. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que lui, il connaissait le terrain. Parce que lui, il connaissait, il est marié avec une Rwandaise. Mais si ce type n'avait pas été là, on aurait fait une catastrophe militaire. Donc, vous voyez, cette relativité, enfin, cette balance entre l'expertise et la hiérarchie est un des problèmes de la société française, quoi. Et vous dites en fait, et dans ce livre vous le montrez, que quand même, et c'est vrai, quand on voit l'accumulation de témoignages sur toutes les guerres qu'on a connues au XXe siècle, enfin, seconde moitié du XXe siècle, début du XXIe, c'est que quand même, ce qui est étonnant, c'est la persistance de deux choses. D'abord, l'ignorance de gens qui, intellectuels, ça s'appelle savants ou sachants. Eh ben, ils ne savent pas grand-chose. Et en revanche, j'ai mes opinions. Et si le réel n'est pas conforme à mes lunettes, eh ben, le réel, c'est pas lui qui compte. Le réel a tort. Oui, ça, absolument, en fait. absolument. Ouais. Non, c'est vrai que il y a deux choses dans de votre question, parce qu'effectivement, il y a un vivier d'expertise formidable en France. Bien sûr. Expérience vécue, encore une fois. Quand on monte la délégation aux affaires stratégiques, j'avais 5 départements sous mon autorité, dont un département Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, j'étais assiégé de mecs qui venaient me dire, mais je connais très bien le chef d'État, etc., etc. Et je leur disais, mais ça m'intéresse pas, parce que le chef d'État, c'est le dernier qui sera informé d'un coup d'État ou d'une révolte. Donc, j'ai été chercher des géographes, des gens de terrain, etc. Je vais à Bordeaux, et Bordeaux, où il y a une grande école de spécialité d'Afrique, et les types me disent, mais pourquoi vous venez ? De toute façon, ce qu'on écrit, tout le monde s'en fout. Vous voyez le décalage entre Paris et l'expertise. Alors que ceux qui écrivent les intellos, tout le monde les reproduit, etc. Ah ben oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est cette espèce de posture proprement française. Un intello peut se tromper comme tout le monde, et puis surtout, il peut avoir une espèce de préjugé idéologique, puisque évidemment, sa légitimité tient au fait qu'on va l'inviter. Ouais. Évolution, si vous voulez, consécutive à la création des chaînes d'infos en continu. Si vous apparaissez à la télé, c'est l'apparition à la télé qui fait de vous un expert. C'est pas votre connaissance du sujet. Vous l'avez vu sur le Covid. Bon, ben, le même phénomène, clair. Si vous voulez, on le constate sur les crises internationales. Ça me rappelle une très belle phrase de Guy Debord. Il disait, aujourd'hui, tout ce qui apparaît est bon, tout ce qui est bon apparaît. Et en fait, c'est voilà, tout ce qui apparaît est bon. On va en reparler. Et l'autre phrase, mais je le cite, j'aime beaucoup, il disait que dans un monde inversé, le vrai n'est qu'un moment du faux. Et ça, c'est hélas, on va continuer avec Pierre Conessa, Vendre la guerre et les auditeurs de Sud Radio. Et appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on commence avec vos appels au standard et nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. 2 petites remarques. La première, André, tout à l'heure, quand on parlait de l'embargo sur le pétrole, vous avez laissé entendre qu'il savait à peu près ce qu'il faisait, le gouvernement. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai une petite phrase qui dit « Amateur de la République, professionnel de la destruction de la Gaule ». Ça, c'est ma petite remarque personnelle. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon interlocuteur, effectivement. Ils savent, je crois, ce qu'ils font. C'est bien ça, le problème. C'est ça. Allez-y, Pierre. Monsieur Conessa, juste pour vous répondre, je crois que dans la fiole de Colline Powell, il y avait de la chloroquine en poudre. De la quoi ? De la chloroquine en poudre ? De la chloroquine en poudre. Il avait anticipé le Covid, ce qui vous montre que les Américains savent tout. C'est ça, ils ont toujours un coup d'avance. Alors moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette guerre qu'on essaie de nous vendre, puisqu'on nous en a vendu quelques-unes, celle qu'on est en train de nous vendre,
elle est plus dangereuse quand même, parce qu'en face de nous, on n'a pas l'Irak, on a la Russie, et je crois qu'on a fait tellement n'importe quoi au niveau géopolitique qu'on y va droit, quoi. Donc je voulais avoir votre avis sur le risque de cette guerre qui me semble inarrêtable aujourd'hui. Pierre Conessa. Ben écoutez, vous êtes gentil, je vais faire comme la quasi-totalité des experts, c'est-à-dire je vais vous dire que je n'en sais rien. C'est-à-dire que vous remarquerez que dans les débats tels qu'ils sont structurés aujourd'hui autour de cette crise en Ukraine, vous avez deux tendances qui sont aussi inquiétantes l'une que l'autre. Vous avez une ukrainophilie absolue et une poutinophobie totale. C'est-à-dire qu'on a dessiné le bien et le mal, une bonne fois pour toutes. Or, je crois que c'est pas moi, c'est Kissinger qui avait quand même écrit dans les années 2000 qu'effectivement, il fallait pas humilier la Russie parce qu'on était quand même dans quelque chose où le maintien de l'OTAN, alors que le pacte de Varsovie avait disparu, nécessitait d'être accompagné par une diplomatie très active d'association de la Russie à un certain nombre de décisions concernant la sécurité européenne. Quelque chose qui a par exemple beaucoup frappé les Russes, c'est le fait que le bombardement de Belgrade, si vous voulez, pour 99 pour conclure la guerre en Yougoslavie, qui a quand même duré une trentaine de jours, c'était quand même la décision de bombarder les Serbes pour que le Kosovo soit indépendant. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a donc une sans apport de l'ONU, sans autorisation de l'ONU, c'est l'OTAN. Oui, mais moi, si vous voulez, c'est le plan géopolitique. C'est-à-dire, on dit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le Kosovo. Ils ont le droit d'être indépendants. Si vous dites, les Russes du Donbass, ils ont le droit d'être indépendants, vous dites, ah non, intégrité territoriale des pays. Bon. Je vous prends un autre exemple de contradiction du droit international. On a inventé la responsabilité de protéger. Oui, mais on protège qui? Comment? Donc, est-ce qu'on va faire une opération militaire pour aller protéger les Palestiniens? Non, il n'en est pas question, il ne faut pas confondre. Et donc, on est sur quelque chose où les Russes auraient très bien pu nous sortir ça, en nous disant, mais moi, je vais, encore une fois, avec l'aval de l'ONU, protéger des populations qui sont maltraitées. Je ne dis pas qu'elles sont massacrées, elles sont maltraitées. Il y a des pays baltes, par exemple, dans lesquels, si vous voulez, les Russes, les anciens citoyens soviétiques, n'obtiennent la nationalité locale que si ils ont appris totalement la langue locale. Et s'ils donnent les preuves, si vous voulez, de l'intégration. Donc, vous voyez, c'est quand même des systèmes où, si on les appliquait chez nous, on aurait effectivement une levée de bouclier. Donc, vous voyez, on est sur des systèmes où il faut être assez nuancé, parce qu'encore une fois, fabriquer un ennemi, c'est relativement facile. Je peux vous expliquer comment faire. Mais par contre, arriver à comprendre, par exemple, si vous voulez, dans la décennie... On vient de fabriquer un sacré ennemi, là. Ah ben là, oui. Mais parce que cet ennemi, si vous voulez, il s'étend sur 10 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de privilégier la démarche diplomatique, comme le pensait Kissinger, on privilégie la démarche sécuritaire. Mais comment voulez-vous résister aux demandes des anciens pays satellites qui disent mais non, nous c'est l'OTAN, on veut l'OTAN. Et donc, on était dans cette contradiction où il aurait fallu accompagner, si vous voulez, cette extension de l'OTAN qui arrive à la frontière de la Russie. Bien sûr. Alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Effectivement. Et donc, si vous voulez, reprenez un exemple très caractéristique. Chirac s'oppose à la guerre d'Irak, avec raison. Bon, j'étais aux États-Unis, vous aviez le French bashing, il n'y avait plus de frites françaises, enfin bref, j'arrête là-dessus. Eh bien, ces deux successeurs vont immédiatement se précipiter pour prendre sucer la roue des Américains. Et on va aller en Irak. Et qui c'est qui paye en termes de terrorisme? C'est nous. C'est pas les Américains sont trop loin. Donc, si vous voulez, vous avez des présidents qui ont pris une décision stratégique opposée à leurs prédécesseurs, qui était juste, mais les conséquences, c'est nous qui les avons subies, c'est les attentats de 2015, etc. Donc, sans faire de prédiction, et vous avez raison de dire on n'en sait rien, on ne va pas faire le marque de café, Pierre, mais en revanche, effectivement, la guerre continue, quoi, on voit bien. Alors, il y a une catégorie, justement, dans ce complexe militaro-intellectuel qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez... 91, disparition de l'URSS, grand désarroi des cercles stratégiques. Vous avez des Américains qui vous produisent du concept avec le clash des civilisations, avec la fin de l'histoire. En gros, ils vous expliquent que les cultures agressives, c'est bien évidemment le monde arabo-musulman et le monde asiatique. Bon. On a fait une trentaine d'interventions militaires depuis, mais enfin c'est les autres qui sont agressifs, vous le savez. Bon. Le choc, il va apparaître avec le 11 septembre, parce qu'on est tellement imprégné de l'idée que nous sommes mandatés, nous sommes auto-mandatés pour être les gendarmes de la planète, et évidemment pour une fois pour faire le bien, etc., que le 11 septembre est un espèce de choc qui vous met face à une situation où ou bien vous tentez d'expliquer pourquoi, ou alors vous dites non, l'autre est fou. Et vous avez une catégorie qui apparaît à ce moment-là, qui est consultée sur tous les plateaux télé, qui sont des psys. Qui vont venir vous expliquer que l'autre, évidemment, il n'est pas normal. Une autre catégorie d'intellectuels. C'est une autre catégorie, et vous le retrouvez sur Poutine aujourd'hui. Vous avez plein de gens qui vous expliquent que, effectivement, petit, il était battu par son père, par sa mère, etc., etc. Et donc, vous êtes dans une situation où vous avez des gens qui... Il y a même un psy qui a écrit un article en disant, mais arrêtez, vous ne pouvez pas faire de diagnostic sur un individu que vous n'avez jamais rencontré. Oui, en plus. Mais en même temps, l'appétence médiatique est telle que si on vous dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Oh, il a grossi.
Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des situations comme celle-là, et c'est pour ça que j'ai pensé que ce complexe militaro-intellectuel était devenu un véritable acteur de la décision publique. Et nous sommes avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Merci Pierre pour votre appel. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour Monsieur Connaissa. Bonjour. Je partage ce qu'explique votre invité et le fait qu'il y a toujours un grand méchant dans l'histoire et toujours un grand gentil sont les États-Unis, même si maintenant sur cette guerre qui concerne l'Ukraine et la Russie, on le sait pertinemment qui tire les ficelles, c'est Biden, et qui est la marionnette, c'est Zelensky. Maintenant, moi je ne marche pas du tout dans l'aspect médiatique. Les méchants, c'est les Russes obligatoirement. Il y a un historique, il y a un passif. On veut pas le voir. Quand on dit il y a une raison pourquoi cette guerre a été déclenchée, même s'il y a des horreurs, on peut l'admettre. On passe pour un complotiste. Sur les spécialistes qui expliquaient votre invité, on peut citer une personne qui est ostracisée que vous aviez invité, M. Berkov, c'était M. Lugan. Oui, Bernard Lugan, oui, qui est un africaniste reconnu, qui est blacklisté par nombre d'universitaires en France. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais c'est l'un des plus... Il connaît bien l'Afrique. Et aussi, vous aviez l'invité avant monsieur... Jacques Beau voilà, aussi. Et sur le corps diplomatique, on est en train de se suicider parce que le corps diplomatique est essentiel sur la connaissance de terrain des pays, en l'occurrence. Et on a un télégraphiste à la tête de l'État qui s'appelle Macron, qui obéit aux ordres de Biden. Biden, tout comme on disait BHL, sont des gens qui ont du sang sur les mains. Il faut clairement le dire. Poutine on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Poutine n'a fait que, comme dit M. Connaissa, protéger des populations qui étaient depuis à peu près 10 ans bombardées dans le Donbass et à Lugansk. On sait pertinemment que Zelensky est un mafieux dans les Pandora Papers. C'est quelqu'un qui a reçu de l'argent des États-Unis, de personnes influentes, et aussi que, par exemple, le département d'État américain n'est pas innocent. Voilà. Oui, d'accord, Olivier. Alors, bon, ça c'est effectivement votre thèse et votre opinion, et vous en avez totalement le droit à la légitimité. Maintenant, est-ce qu'au fond, ça se passe vraiment comme ça, Pierre Connaissa? Marionnettiste, est-ce que c'est moi, plus compliqué? pour avoir participé à un certain nombre de décisions publiques, puisque j'ai passé une grande partie de ma vie dans la haute administration, DGSE notamment. Entre autres, mais bon, c'est pas la seule, parce que j'ai aussi fait de l'exportation d'armement, donc c'est pour ça que je peux avoir une certaine distance vis-à-vis du complexe militaro-industriel. Si vous voulez, on a toujours tendance, a posteriori, à donner de la rationalité dans la décision publique. Parce qu'après, on dit oui, mais s'ils ont fait ça, effectivement, c'est parce qu'en fait, il y avait ça, etc. Or, moi, vous travaillez avec beaucoup de ministres qui ne s'étaient même pas donné la peine de lire les dossiers. Enfin, pas et qui prenaient des décisions. Ils prenaient une décision parce au doigt mouillé. C'est pas le doigt mouillé, c'est toute une ambiance. C'est-à-dire, quand vous recevez un télégramme diplomatique qui vous dit on ne peut pas ne pas. Ça veut dire on ne peut pas ne pas. Ça veut dire si vous le faites pas, vous êtes un traître. Vous voyez ce que je veux dire? Le ton même de la description de la crise, de l'interpellation de la nécessité de la décision publique. On a bien eu le cas de Chirac, qui, connaissant bien le monde, Chirac, il avait beaucoup traversé la planète, etc. Et donc, qui dit, mais en Irak, c'est une bêtise qu'on est en train de faire, il a l'ensemble de la classe politique contre lui. Trump l'a approuvé, d'ailleurs. Trump avait le même avis. Ça, c'est pas un truc dont il faut se vanter, si vous essayez de dire que Trump vous a... Non, mais c'est pour vous dire que vous voyez bien qu'un personnage comme Trump, élu dans la plus grande démocratie du monde, est un type qui n'a aucune expérience internationale. Comment voulez-vous qu'il s'intéresse aux Arabes, aux Africains, etc. Et donc, il est dans le il n'aurait pas déclenché, à mon avis, on va pas de Trump, il n'aurait pas fait à mon avis, il aurait réglé le problème avant qu'il y ait Poutine, qu'il y ait l'invasion de Poutine. Je ne sais pas, parce que... Je parle en tant qu'homme d'affaires et dealer. Vous savez, quelquefois, ces gens-là sont beaucoup plus aptes à régler qu'un certain nombre de politiques. Peut-être, mais si vous voulez regarder le cas de l'Afghanistan, donc vous avez ce choc du 11 septembre. Ouais. Le choc du 11 septembre nécessite une réaction. Vous avez 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les avions. Donc, conclusion logique, tiens, il doit y avoir quelque chose en Arabie Saoudite. Non, vous avez le discours de janvier 2002 où Bush explique que les ennemis, c'est l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Vous avez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient dans l'œil du cyclone. Et donc, il va déclencher cette guerre contre l'Irak. L'autre, il va également faire la guerre contre l'Afghanistan. D'abord l'Afghanistan, puisqu'il faut aller attraper Ben Laden. Bien sûr. L'Afghanistan, si vous le regardez sur le temps long, si on l'a appelé le tombeau des empires, c'est parce qu'ils avaient ratatiné les Anglais, c'est parce qu'ils ont ratatiné les Russes. Et évidemment, nous, on était le camp du bien, donc si on y allait, c'était pour rétablir la démocratie. Mais l'Afghanistan, c'est une zone de confins en géopolitique. C'est-à-dire, c'est une zone de montagne dans laquelle se sont réfugiées des populations très différentes qui font qu'ils ont échappé ainsi aux empires qui étaient au nord, au sud, etc.
Et il y a un chef de guerre afghan qui disait une phrase qui vous explique toute la guerre en Afghanistan, c'est « on peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer ». C'est-à-dire, vous avez là la logique de la guerre. Le type qui est votre allié... Il peut avoir plusieurs locataires. Et son intérêt, c'est la défense de son clan. Et donc, à un moment, la guerre calait en Afghanistan pour les Américains, et donc ils ont inventé cette chose extraordinaire qui s'appelle « on va libérer la femme afghane ». Ils n'avaient jamais mis les pieds en Afghanistan. Parce que s'ils y étaient allés, si vous voulez, ils auraient su que n'importe quel Afghan auquel vous expliquez que vous avez libéré sa femme et ses filles, vous en faites un taliban, quoi. Mais ça fait rien. Ça marchait avec l'opinion publique intérieure américaine. Absolument. Et donc, vous voyez, ces motivations-là, c'est-à-dire c'est une espèce d'accroche maintenant qui n'a plus de cadre stratégique, mais qui est une espèce de justification vis-à-vis de l'opinion publique intérieure de ce qu'il faut faire. Je vous en prends un autre exemple. Somalie, vous vous souvenez, pillage des convois humanitaires, on trouvait ça scandaleux, etc. Bon. J'appelle Ronnie Broman, qui a de ses équipes de MSF, de Médecins sans frontières, à Mogadiscio. Et les types lui disent, écoute, les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas l'aide humanitaire, ils servent leur clan. Donc si on augmente le volume d'aide humanitaire, on tue une partie de la conflictualité. Il prend son bâton de pèlerin, il va à Bruxelles, il va à New York, il plaide la cause, et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire, décide la guerre. Donc vous voyez comment, si vous voulez, la mutation de gens qui tout à coup sortent de leur catégorie et finalement vont encore trouver que l'utilisation de l'outil militaire est une solution. Mais ça, c'est le droit d'ingérence. Il est dans l'utopie du droit d'ingérence, dans l'idéologie du droit d'ingérence. C'est-à-dire ce droit d'ingérence, il s'est transformé en responsabilité de protéger. Ouais. C'est ça qui est l'avantage moral, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc toujours des. Et on se retrouve dans un instant et que vous appelle au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et encore une dizaine de minutes avec Pierre Conessa et puis Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité. Merci pour votre franc-parler à tous, ça fait du bien. Juste une petite réflexion, en fait, les USA, ils ont été en guerre en fait à peu près tous les 6 ans depuis leur création. Donc en fait, c'est un État qui vit sur la guerre. Il faut quand même voir aussi autre chose historique, c'est que la faillite occidentale au niveau des dettes a toujours amené des guerres. On a eu Napoléon après 1793, on a eu la guerre de 70, de 14 et 39, on a eu Weimar, on a eu Hitler, on a eu ce qu'on sait. Donc il y a quand même aujourd'hui aussi un climat, si vous voulez, de dettes irremboursables qui font que le seul moyen de les rembourser, c'est de faire une guerre. Donc, enfin pour les Occidentaux, puisque quand on voit les finances de la Russie ou d'autres pays, notamment eurasiatiques, qui sont loin d'être aussi endettés que nous, c'est ça. Bien sûr, mais nous c'est irremboursable, maintenant tout le monde le sait. Et en fait c'est un combat aussi entre deux visions du monde, puisqu'on a quand même un globalisme occidental avec le forum de Davos et tout le reste, progressiste, tout ce qu'on veut, transgenre et tous les transhumanistes. C'est pas tout à fait la vision qu'ont justement le camp d'en face, si on peut dire ça. Donc je voudrais avoir l'avis de votre invité, parce que c'est justement très intéressant. Et je vais vous citer une citation juste de Kissinger, puisqu'on parlait de Kissinger, qui disait « Si vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez le pays. Mais si vous contrôlez les semences, vous contrôlez l'alimentation. Et celui qui contrôle l'alimentation tient la population en son pouvoir. » Et c'est pas pour rien que Bill Gates achète des milliers d'hectares de terrain et tout le reste. Partout. Je connais ça. Alors, est-ce qu'on est en présence merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'on est en présence de deux camps avec deux, justement, positions et attitudes au monde très différentes? Écoutez, d'abord, je ne crois pas que les États-Unis soient spécialement une nation belliciste. Pardon. C'est une nation qui se crée autour des pères fondateurs. Les pères fondateurs, rappelez-vous, sont donc des protestants qui ont été persécutés en Europe et qui vont considérer que l'Amérique, c'est la terre promise. Et donc, ils créent cette idéologie qui s'appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire qu'ils pensent que les États-Unis sont mandatés par Dieu pour répandre la civilisation et le bienfait, évidemment, le christianisme sur la planète. Bon. Donc, cette idéologie-là s'est traduite en particulier après par la doctrine Monroe sur l'Amérique latine, etc. Mais ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que la création des États-Unis se fait à partir du massacre des Indiens. Bon, c'est pas difficilement contestable. Mais c'est le seul pays qui transforme en épopée cinématographique un génocide. Hollywood a tué beaucoup plus d'Indiens que les guerres indiennes. Et au bout du compte, si vous voulez, jusque dans les années 70-80, le cow-boy était un type qui tuait de l'Indien. Ce n'est qu'à partir d'une vingtaine d'années, encore parfois beaucoup plus longtemps après certains épisodes assez effroyables de le massacre des Indiens, que Hollywood commence à faire des films critiques. Ouais. Mais
Moi, j'étais aux États-Unis parce que ma fille travaillait, et donc, comme elle travaillait, je regardais la télé, mais je me disais, mais c'est extraordinaire la médiocrité de la plupart des émissions américaines. Mais nous n'avons que le meilleur, c'est ce qui s'exporte. Bien sûr. Ouais. Et je me disais, mais quand je suis américain et que je vois la façon dont on réécrit l'histoire américaine, je me dis, je comprends que les types croient à la destinée manifeste. Et je vous dis, c'est pour ça que je me suis mis à écrire un bouquin sur Hollywood, armes de propagande massive, parce que, je vous prends le cas des Indiens, 2700 westerns. Vous croyez pas qu'au bout du compte, vous êtes convaincu qu'effectivement les Indiens, il valait mieux s'en débarrasser? Donc vous voyez comment on construit, si vous voulez, une mythologie. Mais enfin, cela dit, comme les Américains... nous, on l'a construit aussi, nos mythologies à nous. Hein. Ah bah bien entendu, oui, bien sûr. Je vous dis qu'en 48, quand on signe la Convention internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les vainqueurs de la guerre, c'est la France et la Grande-Bretagne, les 2 puissances coloniales de la planète. C'est la Russie, les États-Unis racistes et ségrégationnistes, c'est la Russie de Staline, et c'est la Chine de Chiang Kai-shek. Vous voyez que ça sortait pas mal quand même pour des défenseurs des droits de l'homme. Donc vous voyez, la politique extérieure, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bon, et les Américains sont pas pires que nous de ce côté-là. Non, ils ont une supériorité matérielle qui pensent qu'ils s'ils font une guerre, ils vont la gagner. Ils se sont cassés en Afghanistan, les dents en Afghanistan, comme tous les autres, si vous voulez. Et nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour à votre excellent invité Pierre Conessa, qui est un invité absolument remarquable et qui nous donne à avoir encore de l'espoir en se disant qu'il y a encore de l'intelligence dans ce pays. Il y en a. Voilà. Qui me disent combien je lui dois. Voilà, je dis très sincèrement. Pierre Conessa est prêt à vous faire un chèque. Non, pas du tout. Mais, non, voilà, c'est très sincère parce que les quelques fois où je peux le voir sur les plateaux de chaîne info, ça reste encore une des rares occasions ou des rares moments où j'ai encore envie de laisser la télévision allumée, parce qu'en général je préfère encore l'éteindre parce que j'en peux plus. Ouais, préférez la radio. Je préfère André, voilà, je préfère André Berkoff et puis d'autres dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de pub, mais allez-y Renaud, allez-y, on vous écoute. entre parenthèses. Oui, absolument. Voilà. Alors moi je voulais revenir sur la question qui me paraît absolument essentielle de la diplomatie et de la suppression du corps diplomatique, donc qui est voulu par le président et le gouvernement actuel. Ouais. La diplomatie, c'est quoi? C'est la science de la politique, la science des relations politiques entre États. C'est extrêmement important, et moi j'aurais presque envie pour la France de la situer au moins au IXe siècle avec le traité de Verdun de 843, où l'empire cárolingien de Louis le Pieux décède, et voilà, il y a un partage ensuite entre Lothaire, Charles le Chauve et Louis le Germanique. Et là, on est presque au début de la France, parce que les serments de Strasbourg en 842, où Charles le Chauve, donc qui va hériter de la partie ouest, c'est-à-dire de l'actuelle France, l'Aquitaine, etc., va s'allier avec Louis le Germanique pour contrer Lothaire. Soyez pas trop dans le détail, Renaud, parce que malheureusement on n'a pas le temps. Je sais, j'essaie de dépêcher, mais les serments sont faits en vieux français et en tudesque, en ce qui va aller devenir l'allemand. Donc pour moi, on est vraiment on pourrait dire sur les débuts de la diplomatie. Tout ça pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est multiséculaire. Et je voulais avoir l'avis de Pierre Conessa. Pourquoi, à votre avis, le président de la République actuelle, après c'est pas pour le montrer du doigt spécifiquement, mais c'est peut-être aussi le symptôme de quelque chose, d'une nouvelle époque. Comment expliquez-vous, Pierre Conessa, le fait qu'on ait décidé comme ça de supprimer le corps diplomatique français? Est-ce que c'est le fait que on a une classe politique générale qui manque de connaissances historiques, qui manque de travail? Il va vous répondre, Renaud. Une vision, comment dire, c'est tableau Excel plus qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? D'accord. Monsieur, votre question est effectivement une question très intéressante, parce que c'est toute la question de rapport d'un pays avec son environnement international. D'abord, j'insiste sur le fait que l'environnement international, ce n'est pas que le corps diplomatique. Nous avons par exemple la chance d'avoir une agence internationale de premier rang qui s'appelle l'agence France-Presse. C'est-à-dire qu'un diplomate me racontait, qui était à l'époque en centrale à Paris, qui me disait, j'ai le matin avec les dépêches AFP ce que je vais avoir dans les télégrammes diplomatiques à 10h ou 11h, parce qu'il faut le temps qu'ils soient décryptés pour être analysés, etc. Sauf que, est-ce qu'elle est toujours fiable, l'AFP? Elle est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a quand même des gens partout, des journalistes, c'est-à-dire des gens qui peuvent aller dans les manifestations, alors que quand vous êtes un diplomate, vous faites attention si vous voulez pas vous faire exploser. Ça, c'est pas le même métier, vous le savez très bien. Mais oui, mais en même temps, si vous voulez, ce qui est important pour le décideur, c'est qu'il ait de l'information réelle, fiable, et qu'ensuite, si vous voulez, on vous dise, effectivement, l'ambassadeur
ambassadeurs voient la chose comme ça, l'AFP voit la chose. Et c'est pas encore une fois le seul moyen. Deuxième, autre strate, si vous voulez, très importante, c'est qu'on a un corps universitaire avec des études spécialisées dans lesquelles vous avez quasiment des spécialistes d'à peu près toutes les aires de la planète. Et donc, ce sont des gens qui travaillent en particulier avec une connaissance du temps long. Ce qui est exactement le contraire, si vous voulez, de ce qu'on va avoir dans une chaîne d'infos en continu, où tout à coup on vous dit qu'est-ce que va faire Poutine ? Bon, évidemment, personne ne sait ce que va faire Poutine, mais surtout on se demande pas d'où Poutine vient. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il raisonne comme ça aujourd'hui, alors que quand il prend le pouvoir dans les années 2010-2012, il est effectivement plutôt proche d'un rapprochement avec l'Europe, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est un peu le travail. C'est la culture, le temps long, l'apprentissage. Oui, c'est ça, la culture, le temps long, encore une fois, la connaissance en profondeur de gens qui, effectivement, regardent un peu les choses sans a priori. Je vous prends un exemple. On a effectivement un très grave problème avec la communauté musulmane radicalisée. Bon. Première remarque, toutes les grandes aires religieuses aujourd'hui sont frappées par la radicalisation. Toutes, sans exception. Et n'ont pas le même, malheureusement, pas le même nombre de victimes. Oui, mais si vous voulez, en même temps, vous dites, en Inde, quand ils massacrent des musulmans, c'est quand même 180 millions de personnes, la minorité musulmane. Ça fait une grosse minorité. C'est vrai. Quand le bouddhiste, qu'on voit à travers Mathieu Ricard et le Dalai Lama, vous connaissez le personnage de Viratu, qui est le grand animateur du persécution des Rohingyas, c'est-à-dire des pauvres musulmans qui ont été importés par les Indiens, vous avez du massacre. Bon. Autre remarque, si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise la communauté musulmane et qui fait que, si vous voulez, aujourd'hui, les attentats terroristes des salafistes tuent 90% de musulmans. Donc ça veut dire que c'est pas une haine qui est tournée contre nous seulement, elle est tournée comme un débat interne de la communauté musulmane. Donc si on prend pas toutes ces caractéristiques, mais qu'on vous dit oulala, la France est le centre de la guerre, alors qu'elle a sa responsabilité dans cette autodésignation. Bien sûr. Non, tout ça est à voir, tout ça est à nuancer, tout ça est effectivement, il faut avoir la connaissance de l'ensemble du paysage. Malheureusement, c'est pas le cas. En tout cas, lisez le livre de Pierre Conessa, Vendre à la guerre, pour savoir comment vous la vendez et comment effectivement vous devez y résister. Et ce livre est évidemment en librairie, publié aux éditions de l'Aube. Et puis le temps long, nous l'avons pris pendant plus d'1 heure et nous aurions pu continuer encore longtemps. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.